and welcome to all who joined today for the second day. Bienvenue et bonjour. C'est la deuxième journée de notre symposium. Je m'appelle Florencio Ceballos, je suis spécialiste de programme avec le KICS et le CRDI. Avant de commencer notre séance, vous pouvez utiliser des fonctionnalités en Zoom pour poser des questions pour des problèmes techniques. L'interprétation est disponible en anglais, français et espagnol. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur le petit globe en bas de votre écran. Et ensuite, vous choisissez la langue que vous préférez. Nous enregistrons ce symposium dans les 3 langues et toutes les langues seront disponibles par la suite. Aujourd'hui, nous allons écouter des interventions très intéressantes concernant les systèmes de données et l'utilisation des données. Après les remarques de bienvenue, de Nasser Farouki, nous allons passer à un panel sur les systèmes de données et l'utilisation des données. Ensuite, nous allons écouter les interventions concernant les progrès réalisés par le KICS et ensuite la clôture. Je vais passer la parole à M. Nasser Farouki du CRDI qui va ouvrir notre séance. À vous, Nasser. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je me trouve sur le territoire de la population Anishinaabe. Cela me fait très plaisir de participer à ce symposium pour débattre des résultats et des leçons qui émanent de notre recherche. Nous sommes impatients d'entendre comment notre recherche peut contribuer de manière décisive au changement éducatif. Nous souhaitons que les décisions prises soient appuyées par des preuves. L'élaboration de données rigoureuses et adaptées aux besoins des pays et des collectivités locales est un effort systématique. Cela va au-delà du simple financement de la recherche. Ceci consiste à soutenir l'ensemble du cycle de recherche, de la conception et de la collecte des données à l'utilisation de ces données dans les espaces de décision. C'est l'objectif du KICS. Il faut renforcer la recherche appliquée et les normes en intégrant par exemple les perspectives de genre. Sinon, cette tâche n'est pas complète. Nous ne pouvons pas non plus faire avancer les choses sans intégrer une perspective de mise à l'échelle et des décisions fondées sur des preuves. Nous sommes convaincus que la participation des décideurs, des praticiens, des chercheurs, la collaboration est très important aussi. Ces données ne peuvent pas avoir l'impact escompté pour faire circuler et mobiliser les connaissances, synthétiser de manière à atteindre et aider ceux qui en ont besoin. Ce sont des efforts déployés par les hubs régionaux, les pôles régionaux, tels que celui que Marina va présenter. Et les hubs vont dans ce sens. Les preuves reposent sur des données. Il faut donc améliorer la qualité et l'accessibilité de ces données. Et c'est l'effort qui est mené par le CRDI depuis longtemps, à l'aide des partenaires tels que l'UNICEF, l'Université d'Oslo, entre autres. Le CRDI adhère à certains principes d'ouverture des données. Je préside un groupe qui travaille sur ce principe de l'ouverture des données. Nous travaillons de manière proactive avec les chercheurs pour faire en sorte que les données soient ouvertes et accessibles à tous. Nous savons que l'accès à des données de qualité permet au ministère de l'Éducation
de promouvoir les changements systémiques plutôt est nécessaire. Mais des systèmes doivent être mis en place pour saisir et utiliser ces données. Il faut également penser aux SIG, des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation. Et nos panélistes vont parler de ces systèmes, car ces systèmes permettent à tout le monde d'avoir accès à ces données. Ceci est fondamental, non seulement au niveau des ministères, mais aussi au niveau intermédiaires et locaux. La communauté scientifique locale peut contribuer à améliorer les données. Ceci est crucial. C'est la raison pour laquelle des efforts menés par les ministères de l'Éducation à Madagascar, en Gambie, entre autres, sont essentiels. Il faut également imaginer de nouvelles façons plus sophistiquées d'utiliser ces données. Il faut examiner les détails de ces données et identifier des écarts positifs. Il est également important de comprendre que les SIG ne sont pas des systèmes fixes. Ils doivent s'adapter aux besoins qui évoluent. À cause de la pandémie, les SIG sont confrontés à de nouveaux défis tels que la résilience, l'utilisation des systèmes hybrides. Je pense aussi aux pertes d'apprentissage en raison de la pandémie. C'est la raison pour laquelle il faut repenser ces systèmes. Est-ce que ces systèmes nous donnent toutes les informations nécessaires et est-ce qu'on les utilise d'une façon qui permet de maximiser leur utilité et leur pertinence? Sans plus attendre, je souhaite la bienvenue aux panélistes. Hamidou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nasser. Nous allons passer à la discussion. Je souhaite la bienvenue aux participants. Terje Sanner de l'Université d'Oslo, Alpha Ba du ministère de l'Enseignement fondamental et secondaire de Gambie, Renaud Comba, responsable de recherche du projet Datamaspeak de l'UNICEF, du centre de recherche Innocenti, Voangi Raelimanantsoa, du ministère de l'Éducation nationale à Madagascar, Marina Trefroté de NORAG et Moussa Adam du ministère de l'Éducation Maldives. Hamidou Boukari sera notre modérateur. Merci, Hamidou. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Hamidou Boukari. Je vais modérer notre panel, notre table ronde. Je suis spécialiste principal de programme au CRDI et je travaille sur le programme KICS. Je tiens à remercier Nasser pour ses remarques liminaires il a bien cerné le thème de notre discussion. Les panélistes vont présenter les deux mécanismes dont le KICS se sert pour mener des efforts dans des pays partenaires. Le projet mondial pour la production des connaissances dans un premier temps et dans un deuxième temps, les pôles, les hubs pour l'échange d'innovation et de connaissances pour les processus de planification. Nous allons commencer par deux projets au niveau international menés par le KICS. Ensuite, nous allons passer à l'un des pôles du KICS, notamment celui de l'Asie du Sud-Est. Je vais demander à tous les panélistes de respecter le temps de parole imparti pour nous permettre de pouvoir répondre à des questions
Je demande aux participants de poser leurs questions dans le chat en bas. Si vous n'avez pas de questions concrètes, vous pouvez partager des commentaires. Vous pouvez aussi adresser votre question à un panéliste particulier. Sans plus attendre, je propose de passer au premier projet international et je vais demander à Terrier à l'Université d'Oslo de répondre aux questions suivantes. Comment est-ce que ce projet suscite un grand changement en ce qui concerne la production et l'utilisation des données au niveau de prise de décision? Et quels sont les résultats que vous souhaitez voir de ce projet? Merci beaucoup, Hamidou. Peut-être que vous avez entendu vous avez entendu parler de ce projet. Ce projet est basé sur un logiciel qui crée un écosystème d'acteurs qui s'appelle ISP. Dans le cadre de ce programme, nous travaillons depuis longtemps avec le secteur de la santé et les acteurs travaillent maintenant sur le thème de l'éducation. Notre objectif est de renforcer les SIG dans les différents pays, notamment le Togo, la Gambie. Il y a d'autres pays, mais ce sont les pays sur lesquels nous nous focalisons. Je souhaite partager quelques expériences intéressantes. Je tiens à souligner surtout le rôle que joue le district dans la gestion de l'éducation. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la santé et je connais les différentes déclarations qui voulaient renforcer le secteur de la santé. Et je sais qu'il faut renforcer également le secteur de l'éducation. Et très souvent, c'est le district qui doit jouer un rôle essentiel. Et pour assurer ce rôle, il faut bénéficier des données beaucoup plus détaillées. Pour obtenir des données plus détaillées, il faut avoir des systèmes de données capables de traiter beaucoup d'informations au niveau d'un district, avec des indicateurs qui sont capables de faire le lien entre ces différents domaines. Il faut peut-être passer des enquêtes plus générales aux informations individuelles plus détaillées, parce que cela nous permet d'investir davantage dans des districts. Il faut également investir dans le renforcement des capacités afin de pouvoir analyser les données qui sont plus détaillées. Et il faut que les systèmes de données soient plus souples et flexibles. C'est le sens de notre projet. Nous identifions des données plus pertinentes au niveau du district. Nous renforçons des systèmes de données solides. Il y a aussi les comptes analytiques qui nous permettent de nous servir des données. C'est notre objectif principal. Il y a beaucoup de synergies possibles avec d'autres secteurs, tels que le secteur de la santé. Je pense à la pandémie. C'est l'exemple parfait. Les deux secteurs ont dû travailler ensemble. Alpha, je pense que vous allez prendre la parole une fois que j'ai terminé mon intervention. Et il faut que les districts évoluent en même temps. Si les données sont plus détaillées, les systèmes des données doivent être
plus solide et il faut que les compétences humaines soient plus développées. Notre travail se concentre sur le renforcement des capacités et moi, ce que j'aimerais voir, c'est davantage de débats au niveau national, international pour déterminer les indicateurs les plus utiles. Quel type de données est-ce que les directeurs de district doivent examiner pour améliorer les résultats d'apprentissage? Donc des discussions politiques pour faciliter l'échange des données entre les différents niveaux sous-nationaux ou de pays à pays. Ce qui fonctionne dans un pays, comment peut-on le reprendre dans un autre pays et le faciliter dans un autre pays au niveau sous-national et au niveau des prises de décision sous-nationales. Donc ça, je pense que ce sont des points vraiment essentiels pour nous. Et bien sûr, cela exige un financement de la part de la communauté internationale pour les systèmes de données, mais aussi pour le renforcement des capacités, pour donner beaucoup plus de pouvoir aux universités, pour pouvoir effectivement s'appuyer sur les sources de données très riches qui sont inévitables en termes de numérisation. Et cela, bien sûr, permettra un processus au niveau des écoles. Donc, il nous faut des données, mais il faut aussi faire attention à la manière dont ces données mènent à des décisions managériales et pas uniquement à des décisions opérationnelles. Y a-t-il des questions? Donc, très bien, vous avez encore 1 minute qu'il vous restait dans le temps qui vous était imparti. Moi, je n'ai pas de questions particulières, mais j'aimerais bien sûr utiliser le temps qui nous reste pour demander à Alpha. Alpha, est-ce que vous nous entendez, Alpha? Oui, je peux vous entendre. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Alors, voilà la question pour vous, Alpha. Comment est-ce que votre gouvernement a utilisé ce projet pour adapter ces systèmes d'information, y compris les prises de décision, et quels effets matériels, à quels effets matériels est-ce que cela a contribué? Merci d'avoir laissé la Gambie participer à ce symposium. En tant que pays, nous avons donc un système SIGE, nous avons des politiques qui sont mises en place et tout ceci, l'intervenant est inaudible. L'intervenant est inaudible. Alpha, nous ne vous entendons pas. Nous vous perdons. Nous ne vous entendons pas. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Il y a en fait un bruit de fond qui ne nous permet pas de vous entendre. À partir de 2009, nous avons commencé à parler d'avoir de meilleurs systèmes dans les systèmes éducatifs et le ministère, l'équipe de gestion a fait un petit peu plus. Ils ont collecté des idées et on a demandé plus d'apports. Nous avons donc des politiques et on s'est rendu compte que les politiques n'étaient pas suffisantes par rapport à la demande. En ce qui concerne le plan de développement, il nous a fallu faire des efforts pour harmoniser nos données et avoir des données qui soient connectées au financement, aux finances, à l'éducation, etc. Le plan national de développement. Donc, le gouvernement aussi nous remet ceci en question dans le sens qu'il nous pose des questions. Nous sommes donc redevables par rapport au gouvernement, par rapport aux données. Et on s'est dit, mais que pouvons-nous faire? Quelle est la meilleure solution? Heureusement,
Depuis 2009, nous avons examiné. La personne est inaudible. Quand il y a un enfant qui est inscrit à l'école, on s'est dit qu'il serait bon du point de vue des données. L'interprète s'excuse, mais l'audio de l'intervenant est inaudible. Donc, en équipe, l'un des problèmes que nous avons au fil des ans, depuis les années 80, l'un des problèmes a toujours été d'avoir un soutien des partenaires. Parfois, c'est la Banque mondiale, parfois c'est l'Union européenne, mais il nous faut des outils. Pas une- L'interprète s'excuse, mais la personne est inaudible. Donc, nous avons dit, le projet est donc maintenant soutenu par le GPE et l'accent est mis sur le renforcement des capacités et en même temps, les ministères nous demandent de nouvelles données et pendant que ceci se produit, on est dans un système parallèle et nous avons eu bien sûr des problèmes, en particulier pour le renforcement des capacités. Et c'est grâce au partenariat que nous avons eu que nous avons pu mener à bien ce projet. Nous avons des données qui sont agrégées et tout ce que nous avons virtuellement. Mais que faire avec toutes ces données? L'interprète s'excuse, mais l'audio de l'intervenant est inaudible. Another shift is moving the data system from the headquarter level. IMIS predominantly has always been for the director of planning, but now how do we ensure we Comment decentralize IMIS to the school level? est-ce que l'on simplifie tout ça? Est-ce qu'on amène ça au niveau des écoles? Au niveau des écoles, il y a donc des rapports de collection de données et nous construisons une cohorte de données. Il y a donc énormément de choses qui se produisent. La Gambie a été a soutenu donc ce projet. Donc, c'est en fait ce qui est très bon pour nous. L'interprète s'excuse, la personne était inaudible. Une autre question. Quel genre d'environnement propice a-t-on besoin pour pouvoir faire fonctionner donc tout ce dont vous avez parlé en Gambie, en termes de capacité institutionnelle, en termes du renforcement des infrastructures? Dites-nous un petit peu ce dont on a besoin pour pouvoir avoir un écosystème qui est propice à ça. En fait, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est
en fait très difficile pour nous en termes du gouvernement, en termes de la connectivité. C'est en fait ça. Donc, en termes de ministère de l'Éducation, euh, on n'a pas besoin on a un seul mandat, on n'a pas besoin de se préoccuper de donner l'électricité ou autre, mais les politiques, c'est ça en fait qui permettent d'avoir un bon environnement. Il faut, il faut avoir un cadre juridique très robuste qui nous permet de collecter des données individuelles et non pas agrégées. Et il faut de nouvelles réglementations, un nouveau cadre juridique en termes de sécurité des données privées. Et c'est quelque chose qui va nous permettre effectivement de parvenir à réaliser ce que l'on veut. Mais il faut que tous les acteurs, bien sûr, soient bien synchronisés sur ce point. C'est en fait la partie la plus difficile. To learn best practices and influence our government so that we can ensure that we have this enabling and supportive Et donc, environment. c'est le gouvernement aussi qui nous donne un environnement propice. C'est donc une question de connectivité dans l'environnement. Voilà. Merci. Merci, Alpha. Nous allons maintenant passer à notre deuxième projet international. C'est en fait les données doivent parler. Data must speak sur les approches de déviance positive en matière d'apprentissage. Je vais donner la parole à Renaud, qui est responsable de recherche du projet Data must speak à l'UNICEF. La question que j'ai à vous poser, Renaud, c'est donc, vous devez choisir. Enfin, on pourra revenir à ces questions. Quel est l'objectif clé de ce projet et de quelle manière est-ce que c'est différent d'autres initiatives qui sont menées par l'UNICEF? Si vous pouvez en fait combiner dans votre réponse les deux, comment est-ce que ce projet aide les systèmes éducatifs d'agir ou de se servir des données pour soutenir le changement? Merci. Merci. Bonjour à tous. Je vous appelle du Ghana, où il y a donc la semaine de l'éducation cette semaine. C'est une très, très bonne question. Mais tout d'abord, des données étaient en fait conçues pour trois choses. Un, la reconnaissance que beaucoup de ministères d'éducation en Afrique ont des milliers de données, mais très, très souvent, c'est en fait quelque chose qui n'est pas analysé, à laquelle on n'accorde pas de valeur. La deuxième raison, c'était en fait de reconnaître que les enseignants, les directeurs, les inspecteurs, les responsables de district fonctionnaient ou faisaient de leur mieux dans certains contextes, des contextes difficiles, et qu'en fait, ils avaient peut-être des solutions locales pour résoudre des problèmes éducatifs. Et la troisième raison pour laquelle nous avons fait cette recherche, c'est en fait cette pauvreté de l'éducation au plan international qui a en fait encore plus de retard. Il y a 87% des enfants de moins de 10 ans ou 10 ans qui ne peuvent pas lire un livre, un texte très simple après Covid. Donc, c'est en fait une recherche qui vise à utiliser des ensembles de données qui sont identifiables au niveau des écoles. Il y a en fait des écoles qui fonctionnent avec les mêmes ressources, dans les mêmes contextes, mais qui font en fait beaucoup mieux que les autres. Il faut savoir comment ces inspecteurs, ces profs, ces directeurs, ce qu'ils font pour que cette école ait des résultats qui soient meilleurs, qui ont en fait une alphabétisation qui est meilleure et des taux de rétention qui sont meilleurs. Donc, l'une des composantes très intéressantes, c'est en fait de fusionner tous ces jeux de données, donc par exemple SIGE, les évaluations de résultats, l'examen des données, et là où c'est possible aussi d'avoir des sondages des ménages. Et nous travaillons avec les ministères de l'Éducation, les différentes parties prenantes des pays, au niveau des écoles et même au niveau des étudiants pour combiner tout ça. Et donc, nous visons à renforcer les capacités, à montrer quelle est la puissance des données
et nous essayons de renforcer les systèmes de données dans le secteur de l'éducation dans son ensemble. Donc, par exemple, nous avons finalisé donc une recherche au Ghana et dans le ministère de l'Éducation au Ghana, il y a en fait un financement pour renforcement des capacités des données et ils ont mis en œuvre nos recommandations pour pouvoir améliorer les systèmes de données. Au Tchad, nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation pour intégrer certains des résultats dans le système SIGE pour pouvoir accélérer effectivement l'éducation. Je vous présente 4 recommandations. Il faut fusionner les différentes données. On le fait déjà au Togo, au Ghana, à Madagascar et dans d'autres pays. Nous accompagnons ces pays dans cet effort. Deuxièmement, une analyse plus profonde nous permet de mieux identifier les éléments de la performance d'une école. Par exemple, nous pouvons faire des estimations pour savoir si un investissement public va aboutir à tel ou tel résultat. S'il y a plus de visites de la part des inspecteurs, s'il y a plus d'enseignements, quel est le lien entre un tel investissement et les résultats en matière d'apprentissage? Troisièmement, quand il y a différentes données qui sont fusionnées, on peut faire davantage d'analyses pour savoir si une politique qui est introduite peut changer la donne. Dans beaucoup de pays, nous avons trouvé que les femmes qui sont des enseignantes, qui dirigent une école, ont des écoles avec une meilleure performance. L'UNICEF a donc créé une initiative afin de comprendre pourquoi certaines écoles ont une meilleure performance si la directrice est une femme. Voilà, le projet Les données doivent parler. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Amidou, je pense que votre microphone n'est pas allumé. Oui, pardon. Je ne me suis pas rendu compte. Je vais passer à Madame Owangui. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions dans le chat. Donc, c'est la question que j'ai pour vous, pour Madagascar, c'est qu'est-ce que votre gouvernement a retiré de ce projet? Quels sont les défis spécifiques que vous relevez à Madagascar? Et comment cette approche d'identification et de mise à l'échelle des déviants positifs est-elle? Donc, vous avez 7 minutes, madame. Merci, Amidou. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de participer à ce panel et c'est une occasion en fait pour nous de pouvoir partager le début de nos expériences avec la recherche DMS. Et donc, juste un petit mot sur l'approche méthodologique de la recherche à DMS avant de répondre à vos questions. L'approche de co-création et de co-réalisation adoptée par cette recherche est enrichissante et bénéfique pour nous car elle associe toutes les parties prenantes dans toutes les étapes de la recherche, ce qui permet le renforcement de notre capacité en matière de conduite d'une recherche. Il y a maintenant pas mal de projets chez nous qui adoptent aussi cette approche. Alors, pour revenir à vos questions, nous sommes maintenant à mi-chemin du processus, mais déjà, cette recherche nous enseigne beaucoup de choses. Je vais vous en parler 3 aujourd'hui qui m'ont tellement marqué. Premièrement, elle nous indique les efforts encore à déployer pour développer davantage notre capacité à fournir à temps des données de qualité. En effet, les échanges avec les experts de l'INNOCENTI de l'UNICEF
et le retour reçu d'eux nous renseigne sur la richesse de nos bases de données primaires. Qu'il y a certes des avancées là-dessus, mais il reste encore beaucoup à faire pour le respect des délais, mais aussi pour le contrôle de la qualité des données tout au long du processus de production, depuis la collecte au niveau des écoles. Deuxièmement, la recherche nous montre aussi qu'il est possible d'étudier les facteurs déterminants de la réussite scolaire avec les données primaires, qu'au-delà de l'état des lieux et des analyses descriptives sur la demande et l'offre éducative, on peut aussi étudier les facteurs déterminants de la performance scolaire avec les données de base. Études qu'on a l'habitude de conduire dans le cadre des enquêtes nationales ou internationales comme le PASEC, le STA et les GRA, basées sur des échantillons représentatifs d'écoles et qui nécessitent souvent la mobilisation d'énormes ressources à l'étape de collecte des données. Le troisième point tiré de la recherche est l'intérêt pour nous d'améliorer davantage la qualité de nos données de base, car nous pouvons effectivement s'en servir pour répondre à des besoins d'identification des déterminants de la performance scolaire sans faire recours à des enquêtes coûteuses. Nous avons ainsi intérêt à améliorer la qualité de nos bases de données primaires et à mener des réflexions sur les possibilités d'enrichir la base de données par ajout de données pertinentes se rapportant à l'offre et demande éducative que l'on peut collecter, bien sûr, au niveau des écoles en début d'année scolaire. Pour la question de savoir comment cette approche d'identification et de mise à l'échelle des déviants positifs aide Madagascar à relever ces défis spécifiques, il faut savoir que fournir une éducation de qualité accessible pour tous les enfants d'âge scolaire reste encore un grand défi pour Madagascar. Le bilan établi ces derniers temps engage le système éducatif à plusieurs défis dans l'amélioration de l'inscription et de la rétention scolaire au primaire, la réduction du redoublement à tous les cycles d'enseignement primaire, collège et lycée qui pèsent lourd au système, l'amélioration des gains d'apprentissage chez les élèves et l'équité dans tout cela, car d'importantes disparités sont aussi notées en termes de conditions d'enseignement-apprentissage et de résultats scolaires entre les zones géographiques, les régions et les secteurs publics et privés. Eh bien, la conduite de cette recherche arrive à point nommé dans le sens où nous sommes en phase de lancement du processus de définition des stratégies de mise en œuvre des engagements pris par l'État pour la transformation de l'éducation. Ainsi, nous espérons que les résultats de la recherche contribueront richement dans la documentation des réflexions et des prises de décision. Nous disposons déjà pas mal de recommandations fournies des résultats des récentes enquêtes nationales et internationales qui nous indiquent des pistes d'action et de stratégies pouvant contribuer à relever les défis. Mais ce qui va distinguer, en mon sens, de celles attendues de la recherche DMS, c'est qu'elles vont être définies sur la base des bonnes pratiques observées au niveau des écoles, des bonnes pratiques associées à la bonne performance des écoles dites modèles positifs. Ce sera donc sur la base de ces bonnes pratiques que l'on va définir des stratégies réplicables dans toutes les écoles moins performantes afin que ces dernières puissent à leur tour améliorer leur performance et ce qui vont par la suite contribuer, nous l'espérons, à relever les défis à l'échelle nationale. Voilà donc, merci. Amidou, you're muted again. Merci. Amidou, votre microphone. Merci, j'avais juste une question qui est pour parce qu'on a encore 1 minute. Dans
je disais, en fait, sur la base de tout ce que vous avez dit, vous avez mentionné certains défis et aussi des choses à faire. Vous avez tout un chantier. Donc, je voulais savoir de quel type de moyens ou de capacités votre pays a besoin pour pouvoir réaliser tout cela. Parce que vous avez parlé de la capacité de pouvoir améliorer la qualité des données, à pouvoir aussi exploiter tout ce qui ressort de l'étude des facteurs déterminants de succès dans certaines écoles. Donc, je me demande de quel type de capacité aurez-vous besoin? Allô? Oui, Amidou? Oui. Vous m'avez entendu? Oui, je vous entends bien. Oui, merci pour la question. En fait, pour tous ces défis-là, déjà pour l'amélioration donc de la qualité de nos données, ça en fait, ça nécessite en fait une réorganisation au niveau même de l'équipe en charge de la collecte des données. En fait, les systèmes sont déjà en place. Le circuit de collecte des données est déjà bien défini, mais le blocage, en fait, c'est au niveau de la concrétisation, la réalisation des tâches par les différents acteurs impliqués donc dans ce processus de collecte des données. Et donc, c'est dans ce sens que nous aurons à réfléchir sur comment faire en sorte que les acteurs arrivent à bien assumer, à bien assurer la réalisation de leurs tâches respectives dans les délais impartis. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So, we're going now to move on to Merci the beaucoup. hub. Nous allons maintenant passer au pôle, au hub, Europe-Asie et Pacifique. Nous allons parler du cycle de l'apprentissage et l'accès équitable à l'éducation grâce aux données géospatiales. Je demande à Marina Dreux-Frotté de prendre la parole. La question est de savoir comment le hub, le pôle, aide les différents pays à relever ce défi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends mieux maintenant. Merci. Les défis en matière de données représentent l'objectif principal des pôles depuis le début, c'est-à-dire en 2020. À ce moment-là, nous avons mené une étude pour identifier les priorités dans les études. C'est que il y a une priorité. Les données sont utilisées pour les rapports, mais il faut utiliser ces données pour élaborer des politiques en matière d'éducation. Les données doivent être plus utiles. Le pôle répond à ces besoins pour diversifier les activités. Nous avons organisé des séminaires, des ateliers pour aborder cette question. Nous avons même un podcast. C'est un outil très important pour nous pour renforcer ce message, pour atteindre les différentes parties prenantes dans l'Europe, dans la région d'Europe, d'Asie et du Pacifique. Nos invités ont souligné l'importance des faits probants et des données pour améliorer la performance des écoles et comment améliorer le lien entre ces différents éléments. Nous avons aussi des webinaires. Nous avons organisé 2 webinaires jusqu'à présent qui ont parlé de ce thème des données. L'objectif de ces webinaires est de présenter des informations et aussi de promouvoir les échanges
de connaissances. Nous avons des représentants, des invités qui parlent de ces différentes questions. L'un des webinaires était axé sur l'utilisation des données dans l'éducation et c'était en fait, ce que l'on soulignait, c'était la discussion qui était entre les conversations entre les différents représentants des pays. Nous avons eu aussi un autre webinaire qui parlait de l'utilisation des données et ça s'appelait donc les données qui parlent. Et c'était en fait l'opportunité de souligner les différents projets de la région Europe-Asie-Pacifique en ce qui concerne l'utilisation des données sur la planification et la prise de décision. Et nous avons eu des collègues de l'initiative Data Must Speak qui nous a fait part de sa recherche, de ses conclusions préliminaires et aussi l'analyse de l'UNICEF. Et ce webinaire a permis de souligner ce que nous dit la recherche dans la région Europe-Asie-Pacifique, mais aussi de comprendre les problématiques qui ont été mentionnées, c'est-à-dire pourquoi est-ce que certaines écoles sont plus performantes, d'autres moins, et ce qui fait qu'elles sont plus performantes. En outre ces deux types d'activités, c'est-à-dire les podcasts et les webinaires, le Hub a aussi organisé des activités de renforcement des capacités sur l'utilisation des données. Et nous avons eu un atelier qui s'appelait Utiliser et identifier les données à des buts pratiques. Nous avons eu 50 participants venant de 14 pays Europe, Asie, Pacifique. Et c'était en fait une opportunité intéressante pour les participants d'en apprendre un petit peu plus. Et nous avons eu des participants qui travaillaient déjà avec les données, qui planifiaient leur travail en vue des données. Donc, s'il s'agissait de renforcer ceci, comment utiliser, conceptualiser les données venant de données internationales et régionales et d'adresser les carences qui pouvaient exister dans ce contexte avec bien sûr l'accent étant mis sur bien sûr l'inégalité qui existe dans les systèmes éducatifs. Alors, pourquoi est-ce que ces activités ont été essentielles pour promouvoir l'échange des connaissances? C'était en fait un cycle d'apprentissage. Les représentants des pays dans le hub ont pu travailler en détail sur leurs différents contextes et ce cycle d'apprentissage a été organisé par le hub en partenariat avec l'UNESCO, éducation et planification, et s'attacher à l'accès rapide des données. Pour ceux qui ne connaissent pas donc ce cycle d'apprentissage, ce sont en fait des opportunités d'apprentissage qui se déroulent sur plusieurs semaines, où il y a des experts en éducation qui travaillent sur la problématique de ce cycle d'apprentissage et qui travaillent et qui font des analyses, qui produisent donc différentes connaissances par rapport aux différents contextes, qui permettent d'influencer les pratiques et les politiques éducatives. C'est aussi l'opportunité d'échanger des connaissances parmi les participants. Et donc, pardon, il vous reste 1 minute. Donc, ce cycle d'apprentissage particulier se focalisait sur l'utilisation des données spatiales et sur l'utilisation de cartographie, utiliser certains systèmes QGIS, YS, et je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Il s'agissait de savoir comment on peut donc utiliser ces données et les intégrer dans une politique éducative. C'est un cours qui durait 5 semaines. Il y avait 51 participants, 10 équipes différentes. La plupart, ou 70%, étaient des représentants du gouvernement, des gouvernements. Et nous en entendrons un petit peu plus en ce qui concerne le résultat de cet apprentissage de M. Moussa. Mais donc, cela permis d'analyser quels étaient les problèmes d'équité dans les différents systèmes éducatifs. Et c'est quelque chose qui permet de promouvoir l'utilisation des données dans les différents pays et aussi qui contribue à
l'élaboration de politiques éducatives. Maintenant, nous allons passer à Moussa, qui est qui a été rattaché au ministère de l'Éducation Maldives. Et j'ai la question pour lui. C'est un pays qui a bénéficié du cycle d'apprentissage et qui a pu produire des études de cas très intéressantes. Et la question que j'ai pour vous, Moussa, c'est, vous savez que le ministère s'intéresse pour combler les disparités en termes de l'accès de l'éducation aux Maldives. Comment est-ce que des données particulières soutiennent donc le ministère dans ce qu'il veut faire? Et si c'est le cas, comment est-ce que votre participation dans ce cycle d'apprentissage du hub vous a permis de gérer ces données particulières? Bonjour, bon après-midi, bonjour des Maldives. Merci beaucoup. Comme vous l'avez mentionné, nous avons certains points à souligner en ce qui concerne le programme et l'utilisation donc de ces données. Le premier point, c'est que ce qui est ressorti pour nous, c'est que cela nous a ouvert un nouveau type de nouvelle manière de penser. Auparavant ou jusqu'à récemment, nous allouons des ressources en fonction de la population des étudiants et euh, de la compréhension du personnel qui faisait donc la budgétisation et la planification au vu de la géographie, c'est-à-dire donc il y avait une compréhension géographique, mais pas une compréhension géospatiale. Et donc, c'est quelque chose qui nous a ouvert les yeux. Les données géospatiales, on s'est rendu compte que les données géospatiales peuvent être utilisées pour avoir des allocations, des enveloppes de financement. Deuxième chose que nous avons remarqué, c'est que nous n'avons pas de système SIGE. Nous utilisons ce système maintenant depuis 5 ans et nous avons bien sûr les latitudes et longitudes des différents établissements scolaires, mais l'utilisation des données géospatiales ou des données spatiales n'était pas véritablement une pratique, comme je l'ai dit auparavant. Et c'était en fait une perspective totalement différente que d'utiliser ces données géospatiales. Et l'utilisation de ces données géospatiales avec les données existantes donne en fait un jeu de données vraiment exhaustif qui nous permet de voir quelles sont les ressources et en termes de combler les fossés ou les disparités. Nous avons remarqué que l'outil lui-même, donc l'outil GIS, est un outil parce qu'il génère des rapports, des diagrammes qui sont simplifiés et qui peuvent être présentés à des personnes qui ne sont pas techniques. L'information peut être facilement interprétée. On peut lire les documents avec des petits points et des distances. Et nous avons été impressionnés par cet outil qui génère donc différents rapports qui sont facilement compréhensibles. Donc, je dirais qu'en termes d'application des connaissances, nous avons pris des décisions pour pouvoir prolonger, pour pouvoir permettre l'accès à l'éducation, en particulier l'introduction des niveaux A dans différentes régions, basées sur certaines de ces données. Donc, ces jeux de données ont figuré en termes de facteurs dans dans les décisions que nous avons prises. S'agissant des Maldives, nous avons des îles qui sont groupées, qui sont dispersées. Comme je l'ai mentionné auparavant, nous avons besoin de bien comprendre notre propre géographie. Mais avoir des données réelles qui peuvent identifier, par exemple, comment les écoles secondaires sont distribuées dans tout le territoire, ça, c'était quelque chose qui était un facteur très, très important pour nous. À l'avenir,
Nous pensons qu'il y a une demande supplémentaire de personnel, donc pour faire beaucoup plus de ces programmes, en particulier le personnel technique qui doit allouer les ressources et qui doit faire le travail sur le terrain. Donc, aujourd'hui, nous avons un type personnel, en particulier ceux qui s'occupent de l'analyse des données. Et donc, à l'avenir, ce que nous allons faire, c'est d'explorer beaucoup plus d'opportunités en termes de formation, de personnel et de renforcement des capacités. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai une question de suivi parce que vous avez mentionné certains besoins ici en termes de personnel, en termes de capacité humaine, mais de quel genre d'environnement institutionnel avez-vous besoin pour pouvoir mener à bien ceci? Les Maldives, c'est un archipel. Il y a énormément d'îles, comme vous l'avez dit, qui sont dispersées. Donc, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, le ministère a la capacité de faire ça ou y a-t-il d'autres besoins dont vous avez besoin, effectivement, que ce soit auprès du hub en termes de connaissances, mais aussi est-ce qu'il y a d'autres besoins de soutien physique et technique dont vous avez besoin? Merci. C'est une très bonne question. Oui, effectivement. Bien sûr, nous avons besoin d'un soutien à la fois un soutien technique, mais aussi pour pouvoir mener à bien ce genre de programme et les compétences, bien sûr, de données qui doit être disséminées partout dans la nation, dans le territoire, mais le ministère de l'Éducation, au sein du département qui s'occupe de ça au sein du ministère de l'Éducation, le département qui s'occupe du système de gestion des données, le SIGE, et qui alloue des ressources. Nous avons besoin de plus de personnel et de soutien technique. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion en panel. Si nous avons un petit peu de temps, je pense qu'il nous reste nous devons terminer dans environ un quart d'heure. Donc, nous allons passer aux questions-réponses et j'aimerais savoir si il y a des questions, peut-être dans le chat ou dans dans la section questions. Je vais demander à mes collègues de m'aider. Alejandro, y a-t-il des questions qu'il y a dans le chat ou dans la question ou dans la section Q&A? Oui, merci, Hamidou. Donc, je dirais que l'une des premières questions qu'on pourrait poser, c'est quels sont les avantages que les pays retirent d'un échange de connaissances en ce qui concerne l'utilisation des données. Donc, Alpha, est-ce que vous avez entendu la question? Sinon, oui, vous pouvez m'entendre? Allô? On ne vous entend pas. Erin, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, la question est la suivante. Quels sont les avantages que les pays retirent d'une collaboration entre pays en ce qui concerne le renforcement des données, c'est-à-dire donc cet échange de pair à pair entre les différents pays? Comment est-ce que ça aide justement en fonction des données? Merci beaucoup, c'est une excellente question. À mon sens, il y a un avantage quand les pays collaborent et travaillent ensemble. Surtout, le partage
des bonnes pratiques au sein de la communauté de pratique. Chaque communauté est unique, bien sûr, mais toutefois, c'est une occasion pour partager des connaissances avec différents pays tels que l'Ouganda. Il y a aussi ce symposium du KICS qui nous permet d'avoir des échanges. Je pense que cela donne des avantages comparatifs. C'est encourageant de savoir aussi qu'il y a des personnes qui font le même travail que moi dans d'autres pays. J'ai des homologues. Dans le cadre de ce programme, nous pouvons atteindre différents groupes de personnes. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une solution que nous avons développée grâce à la collaboration avec d'autres pays. Je recommande vivement cette approche pour combler des lacunes. Je pense qu'avec les nouveaux systèmes de données, la collaboration avec d'autres pays va nous aider beaucoup, surtout en ce qui concerne l'examen par ses pairs. Et c'est aussi une approche qui est efficace en termes de coûts. Cela nous permet également de renforcer les relations entre les différents pays. Nous pouvons toujours continuer d'apprendre ensemble. Merci. Merci beaucoup, Alpha. Est-ce que vous avez compris, vous avez eu la traduction de la question en français? Allô? Ah, peut-être qu'elle ne m'a pas entendu. Allô, Boanji, est-ce que vous êtes avec nous? All right, so maybe let's go to... She's muted. Maybe it's that. She's muted. OK. Son microphone est coupé, en fait. Le micro est fermé. Donc, veuillez le réactiver. Otherwise, OK, I'll go to Moussa. Moussa, you've heard... Je vais passer plutôt à Moussa. Vous avez entendu la question en ce qui concerne... Très bien. Allez-y. L'enseignement le plus important que nous avons tiré de ce programme concerne la collaboration avec les autres pays. C'était une occasion pour nous de mieux connaître nos homologues dans les différents pays. Cela nous a donné la possibilité de faire du réseautage avec différentes régions du monde. C'est une expérience très enrichissante. Les séances ont été menées plutôt en ligne. Mais cela ne nous a pas empêchés de participer de manière active à des séances. Et c'était une expérience très intéressante en ce qui concerne la collaboration. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une deuxième question pour Renaud, Terrier et Marina. Comment est-ce que vous allez utiliser les données pour la prise de données dans des décisions où les données manquent? Est-ce que votre approche envisage un travail avec des ressources humaines? Terrier, est-ce que vous souhaitez répondre? C'est un vrai casse-tête, cette question. La question est de savoir, ou plutôt c'est une question de niveau.
Au niveau des écoles, il y a beaucoup de données. Il est impossible de bien gérer une école sans produire beaucoup de données. Je pense que c'est une question de choisir les données qui sont pertinentes au niveau national ou local. Je pense qu'il y a des données existent. Les données qui sont produites par des activités opérationnelles sont aussi des données de qualité. Et parfois, les données qui sont générées pour des enquêtes ou des sondages sont moins pertinentes au niveau des écoles. Tout cela pour dire qu'il faut travailler à tous les niveaux. C'est ma préoccupation principale, surtout en ce qui concerne les inspecteurs. Il faut donc renforcer ce niveau-là pour une meilleure prise de décision qui est basée sur des données. Mais je pense que les données existent déjà. Merci. Je vais poser une question qui est liée à la première question. Vous avez parlé du niveau central. Vous avez parlé de données qui doivent faire l'objet d'analyse au niveau des districts et au niveau des écoles dans les années 90 et 2000. On a parlé d'une gestion basée sur des données, mais dans les écoles, cela veut dire qu'il faut avoir quelqu'un sur place capable d'interpréter ces données, d'analyser ces données et de les transmettre au niveau du district. Alors, en Ouganda et en Gambie, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Est-ce qu'il y a des liens? En effet, il y a des liens. En Ouganda, nous avons travaillé avec différents collègues. Je pense qu'il y a beaucoup d'engouement pour des données qui nous permettent de suivre la situation sur le terrain à une fréquence plus importante. Très souvent, il n'y a pas de budget prévu pour l'analyse des données au niveau des écoles ou au niveau des districts. Il faut assurer un certain niveau de base pour une analyse des données basée sur des probants. Il faut avoir différentes ressources humaines qui proposent différentes interventions parce que tout est lié. Je pense qu'il faut avoir un représentant fort au niveau des districts pour expliquer la valeur de ces données. Parfois, dans certains pays, on parle de la centralisation des données. Je pense que d'après ce que j'ai lu, surtout dans les années 90, c'était ça l'objectif. Mais il faut pouvoir renforcer ces capacités. Il en va de même pour les systèmes SIG. Il s'agit de faciliter l'apprentissage grâce à une analyse très détaillée des données qui contribue à la prise de décision à tous les niveaux. Vous utilisez différents ensembles de données. Merci. Je suis d'accord avec Terje. Il y a 14 pays qui participent à notre programme et je pense que les données existent. Le problème, c'est que parfois on sous-estime la valeur de ces données. Il faut donc expliquer la valeur
au ministre de l'Éducation. Comment se servir de ces données au mieux? Quand la qualité des données n'est pas du tout à la hauteur, je pense que dans certains pays, nous avons utilisé des évaluations d'apprentissage. Dans certains pays francophones en Afrique, pour avoir des données sur le niveau d'alphabétisation. Nous sortons de la crise de la pandémie. Dans beaucoup de pays, il s'agit de renforcer des systèmes de données. Parfois, il s'agit des investissements qui représentent des millions de dollars. Et parfois, il faut une assistance technique. À mon avis, il y a beaucoup de possibilités pour renforcer les systèmes de données au niveau des pays. Dans le cadre de notre recherche, notre bataille est d'assurer le respect des délais. Par exemple, s'il y a une conférence nationale avec des enseignants ou s'il y a une visite d'une délégation, comment se préparer au niveau du ministère de l'Éducation pour montrer le travail qui est réalisé. Il faut profiter de ces moments pour avoir des investissements plus importants. Merci beaucoup. Marina, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez parler des différents pays? Comment est-ce que vous pouvez les aider à apprendre, à tirer des enseignements de leurs expériences respectives? Ceci est très utile. Nous avons déjà parlé de l'expérience des Maldives, mais j'aimerais savoir ce que vous faites pour tirer des enseignements de ces expériences. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Le problème, ce n'est pas l'absence des données, c'est l'utilisation de ces données. Au fur et à mesure que nous travaillons avec les pays tout au long du cycle de l'apprentissage, nous voyons certaines demandes concrètes en ce qui concerne l'utilisation des données et cela permet d'améliorer les systèmes de données et la collecte des données. Ceci est pertinent pour les pays. Mais ce n'est pas notre rôle de changer les systèmes. Notre rôle consiste à écouter les demandes, à comprendre comment les données peuvent mieux soutenir les politiques. Le défi le plus important pour nous est la suite, c'est-à-dire après un échange de connaissances entre les pays, les participants vont apprendre, vont tirer des enseignements. C'est cette partie-là qui nous concerne. Parce qu'il faut s'approprier tout ce processus. Parfois, cela dépasse l'envergure de nos activités au niveau des pôles, mais toujours est-il que nous pouvons insister sur l'importance de la collecte des données pour répondre à des questions concrètes. C'est plutôt cela notre rôle et j'espère que c'est une contribution que nous pouvons continuer à faire. Merci beaucoup, Marina. Effectivement, ça n'est pas facile. Maintenant, il faut savoir comment avoir une stratégie pour prendre tous ces éléments probants qu'on produit et qu'on puisse effectivement les utiliser. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre panel et de notre discussion. J'aimerais donc maintenant redonner la parole à mon collègue et je voudrais remercier les panélistes de leur participation à ce panel. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes de cette conversation vraiment très enrichissante. Et j'aimerais maintenant redonner la parole à Nasser Ferrouki ainsi qu'à Margarita Fokaslikt du GPE qui vont nous donner donc une rétrospective des progrès de l'année dernière et qui concluront le symposium de cette année. Je vous remercie. À vous, Nasser, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci à tous les panélistes. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été enrichie de vous écouter. C'était en fait vraiment très stimulant et nous allons parler de, d'une mise à jour de Kix et des orientations, mais en fait, juste parler de ce qui m'a véritablement interpellée dans tout ce panel. Bien sûr, nous avons soutenu, le CERDI, nous avons soutenu ces programmes depuis des années et nous sommes en fait très heureux d'avoir cette charte qui est ouverte et qui a été adoptée par les gouvernements. Et en fait, quand on parle des données et dans le secteur de l'éducation, eh bien, cela me rappelle que les principes dans ce charte, qui est ouvert par défaut, qui doit être accessible, utilisable, qui doit être interopérable entre autres, et que c'est quelque chose qui devrait en fait être utilisé pour l'amélioration, l'innovation, etc. Et si vous cherchez sur Google, tout le travail que nous faisons contribue et s'appuie sur ce genre de principe. Et l'une des choses qui a été dite et qui m'a véritablement interpellée, c'est en fait de la collecte des données au niveau des districts, au niveau sous-national et l'importance effectivement d'analyser et d'utiliser ces données, l'importance de fusionner les différents jeux de données comme par exemple santé et éducation. Certains des résultats dont nous avons parlé pour le KICS sont en fait pour des pays qui ont fait exactement ça et qui ont été guidés en ce qui concerne donc l'ouverture des écoles en fusionnant ces données. Donc, on voit effectivement les avantages de faire ça. Et ce qui a été fascinant pour moi, c'est d'entendre le fait que des écoles où il y a des directrices et non pas des directeurs sont plus performantes. Effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, on cherche des déviances positives et donc merci. Et j'ai été vraiment très heureux d'entendre que le Ghana a fait une demande de financement pour le renforcement des capacités. Il faut effectivement avoir des connexions entre ce que fait le GPE dans son ensemble et comment le KICS contribue à ça. C'est important. Marina aussi. J'ai vu, bien sûr, certains de vos podcasts. C'est vraiment formidable de voir ça et j'ai vraiment été très heureux d'entendre, comment se portent ces projets internationaux et donc que les pays on voit en fait qu'il y a une fertilisation croisée entre les différents pays et ça, c'est quelque chose qui est en fait, bien sûr, le but et le mandat du hub. Moussa, ce qui m'a interpellée, c'est que vous avez dit que cela vous a ouvert les yeux que de voir comment les données géospatiales peuvent combler les carences et qu'en fait, que ça vous permet d'avoir une meilleure allocation des ressources. Et donc, ça, c'est quelque chose qui souligne ce qui a été dit. C'est, en fin de compte, peu importe si on collecte des données, si en fait ce ne sont pas des données qui peuvent être utilisées pour pouvoir prendre des décisions et pour les décideurs politiques. Donc, elles ont une fin qui est très intéressante et très importante dans le secteur de l'éducation. Et la discussion aussi portait sur l'importance du fait que tout doit être ouvert par défaut, mais il faut faire attention en termes de sécurité. Il y a des lois sur le droit à la vie privée. Il y a bien sûr des cadres juridiques qui doivent être mis en place. Personnellement, je ne pense pas que ce soit en fait insurmontable. On travaille depuis 10 ans sur ces questions qui sont très importantes, mais ça n'est pas insurmontable. Et donc,
J'ai véritablement apprécié cette discussion. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de temps pour vous parler et puis pour vous écouter. C'est vraiment fascinant. Nous voulons vous remercier pour tout le travail extraordinaire que vous faites et de l'avoir partagé d'une manière très concise avec nous. Vos présentations étaient très, très claires. Je vais juste prendre quelques minutes maintenant pour parler un petit peu d'où nous en sommes et de clore la séance avec Margarita. Et donc, le symposium a été vraiment formidable ces 2 derniers jours. On a parlé de l'égalité du genre hier. KIX a fait des progrès, même en dépit des circonstances difficiles de ces dernières années. On a entendu les représentants gouvernementaux de Sierra Leone, des Maldives, de Madagascar, etc. Et ça a été vraiment très, très important d'entendre tout ça. Euh, Comme je l'ai dit, nous sommes très reconnaissants d'avoir pris le temps de ces 2 derniers jours de partager vos expériences avec nous. Et si vous n'avez pas, je voudrais parler des évaluations à mi-mandat. Eh bien, ces évaluations ont fait des progrès significatifs qui ont été appréciés par les parties prenantes. Il est bien positionné pour avoir un impact. Et les pays ont dit que le KIC, c'était vraiment très, très utile, qu'ils ont appris au contact les uns des autres. Et ça, c'est véritablement donc un des points essentiels du KIC. Et on est très heureux de voir qu'en fait, il y a eu en fait des innovations qui ont été mises à échelle. Euh, et ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Nous sommes très heureux aussi d'entendre l'observatoire du KICS sur les réponses au COVID-19 dans les systèmes éducatifs en Afrique pour pouvoir, en fait, les campagnes de rescolarisation, ça c'est important. Et je voulais juste réitérer que en fonction de cette évaluation, nous sommes vraiment engagés à investir dans le KIC et pour qu'il aille encore plus loin, qu'il puisse s'appuyer sur les enseignements tirés et sur les impacts que nous commençons à voir. Et je vais donner maintenant la parole à Margarita, qui est donc ma collègue du GPE et qui parlera un petit peu plus des plans pour l'avenir du KICS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nasser. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, nous avons vu des exemples très, très intéressants ces 2 derniers jours de la manière dont le KICS soutient les éléments probants, les connaissances qui sont véritablement très pertinents pour soutenir les politiques éducatives. Et donc, bien sûr, les indicateurs sont critiques des progrès et en particulier au niveau des pays. Et je suis très heureuse d'entendre de différents endroits que c'est en fait très positif, mais aussi donc en ce qui concerne la revue à mi-mandat, mais aussi quand je rencontre les gens au sommet des systèmes transformateurs. Vraiment, c'est formidable d'entendre ça de tous les coins. Et donc, ce que je vais faire, c'est conclure ce symposium, comme Nasser l'a dit, en soulignant certains des priorités clés. Et donc, pour commencer, je voudrais réitérer ce que Charles Noss a mentionné hier, c'est que KICS est un atout véritablement essentiel pour le GPE, pour aider à renforcer un dialogue politique fondé sur des preuves. Et en tant que tel, c'est un moteur essentiel pour la transformation des systèmes qui est fondé sur la stratégie du GPE. Et donc, nous allons donc continuer à chercher des moyens pour renforcer la contribution de KICS et en travaillant avec des pays et pour mettre en œuvre la transformation de systèmes éducatifs. Et donc, par exemple, KICS soutiendra certains aspects du travail des pays partenaires pour identifier des goulets d'étranglement et des stratégies qui sont fondées sur des éléments probants pour y remédier, tout en complétant des actions que d'autres partenaires ainsi que d'autres actifs ou fondements du GPE peuvent donner. Et nous allons également continuer
à renforcer le travail sur l'égalité des sexes par le biais des hubs et des financements de recherche. Et en fait, hier, nous avons entendu différents panélistes qui nous parlaient du fait qu'ils intégraient le genre dans l'éducation. Donc, qu'est-ce continuera à générer des éléments probants pour une pédagogie transformative par rapport à l'égalité des sexes et dans l'ensemble, à l'inclusion de politiques qui reflètent différents aspects, non seulement du genre, mais aussi de l'identité individuelle et collective, le statut socio-économique, les capacités, l'ethnicité et la classe, entre autres. Et tous les projets vont donc intégrer des approches sensibles au genre ou transformatives du genre et la capacité des bénéficiaires à les intégrer elle sera renforcée par l'utilisation de notre synthèse. euh, Cela permettra d'informer les futurs appels, de guider les échanges d'apprentissage entre les pays et de renforcer les efforts de la capacité à promouvoir l'adoption des politiques. Une autre aussi sera de synthétiser les connaissances des projets KICS sur des thèmes clés, de les exploiter, consolider des preuves émergentes sur des solutions prometteuses et de partager les résultats avec la communauté éducative dans son ensemble. En tant que branche du GPE, nous sommes ravis de voir que le KICS est désormais en mesure de soutenir l'engagement du GPE dans des dialogues mondiaux sur l'égalité des sexes, l'éducation, le rôle de la technologie dans l'éducation et les approches de l'apprentissage et la préparation à l'école dès la petite enfance. Le KIC continuera à renforcer et à être plus proactive par rapport aux besoins des pays partenaires, par exemple, pour fournir des examens rapides et à la demande de données factuelles mondiales pour répondre aux moments stratégiques. Et je pense que j'ai entendu que ça a été mentionné dans la séance d'aujourd'hui et pour travailler avec des gouvernements pour co-créer et commander des recherches sur les principaux domaines de réforme des politiques nationales. Nous allons également chercher à avoir des moyens pour impliquer plus étroitement les parties prenantes des pays dans le travail du KICS. Et cela inclut donc avoir des engagements avec les niveaux techniques et politiques du gouvernement, la société civile, les partenaires de développement et le monde universitaire. Et il faut donc créer une communauté par rapport aux éléments probants et aux connaissances et partager donc tous ces éléments probants qui vont pouvoir soutenir les pays partenaires à des moments critiques de leur processus de prise de décision. Donc, dans les semaines à venir, les comités, le conseil d'administration du GPE va examiner l'opportunité pour avoir une extension, un prolongement chiffré du KICS qui nous amènera jusqu'en 2027. Et si c'est approuvé, eh bien, cette extension va accélérer l'éventail des moyens euh, de soutien aux pays partenaires. Alors, pour conclure, je vais emprunter une réflexion de Nasser et parler un petit peu de la raison pour laquelle les éléments probants sont si importants. Nous sommes alarmés de la réduction des ressources dans l'éducation dans un monde qui fait face à de multiples crises. Et quand c'est juxtaposé avec une crise de l'éducation à l'issue de la COVID, il faut s'assurer que les ressources de l'éducation sont utilisées aussi efficacement que possible. La mobilisation effective et l'utilisation d'éléments probants et de connaissances peut amener un changement qui sera percutant ainsi qu'un retour beaucoup plus grand sur l'éducation en termes d'investissement. C'est essentiel. Nous voyons bien sûr les budgets qui sont réduits dans le monde entier. Et donc, pour conclure le symposium de cette année, j'aimerais remercier les ministères de l'Éducation ainsi que les panélistes qui ont fait part de leurs expériences, ainsi que mes partenaires et collègues au CIRDI, mes collègues du GPE, les interprètes, ainsi que tous les participants qui nous ont rejoints ces 2 derniers jours. Et j'espère que ça a été aussi utile pour vous que cela a été pour moi. Je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère vous retrouver l'année prochaine au symposium que nous aurons, mais j'espère d'ici là vous retrouver quand même avant. Merci. Au revoir à tous. Everybody, thanks for attending. Merci beaucoup d'avoir participé à ce symposium.
Bye, everyone.